Un volcan réputé muet depuis des millénaires a livré, en quelques heures, un volume de données minérales si disproportionné qu'il contredit toutes les courbes admises. Cette anomalie, d'abord purement géologique, est devenue un paradoxe politique. Plus les chiffres montent, plus les risques de perte de contrôle s'élargissent pour le Burkina Faso. Alors, que signifie vraiment cette découverte pour ceux qui la vivent ? Surtout lorsque le nom d'Ibrahim Traoré s'impose au cœur du récit. Entre promesses et vertiges, une fenêtre étroite vient de s'ouvrir. La découverte de Somgandé n'a pas seulement fait vaciller les certitudes géologiques, elle a déplacé d'un seul mouvement l'horizon politique, économique et diplomatique d'un pays longtemps considéré comme périphérique. Derrière l'euphorie initiale, un défi précis se dessine pour le Burkina Faso. Transformer une richesse brute en levier durable sans reproduire les cycles de dépendance qui ont piégé d'autres nations. La promesse tient en 10 mots. Comprendre, protéger et gouverner une ressource exceptionnelle. Cette ligne de force, simple en apparence, révèle pourtant une complexité rare, car les risques ne se limitent pas aux appétits extérieurs. Ils touchent aussi la capacité interne à absorber une telle mutation, infrastructure inadaptée, formation encore insuffisante et institutions appelées à se renforcer en temps réel. Chaque décision prise aujourd'hui sera scrutée, mesurée et interprétée comme un indicateur de longévité ou de fragilité. Et dans cette tension, un micro-point chaud émerge. Le temps joue contre ceux qui hésitent. Somgandé agit comme un test de cohérence nationale. Il oblige à articuler ambition, prudence et clarté. Il impose surtout une question souterraine. Comment un État jeune peut-il guider une transition aussi rapide sans perdre sa trajectoire ? Deux éléments, d'abord relégués en note technique, ont renversé l'interprétation initiale du gisement. Dès 0,7 H46, les capteurs ont détecté une densité minérale 20 fois supérieure à la moyenne connue, forçant les équipes à revoir en urgence toutes leurs hypothèses. Cette bascule, aussi sèche que soudaine, a replacé Somgandé non pas dans la catégorie des curiosités géologiques, mais dans celle des structures capables d'influencer la stratégie d'un État entier. À partir de ce premier signal, la chaîne causale s'est déroulée avec une rapidité inhabituelle. En moins de 2 heures, les drones ont cartographié la chambre volcanique, révélant un réseau cristallin cohérent d'une ampleur qui dépassait les protocoles prévus. Le rapport d'urgence acheminé vers Ouagadougou a déclenché une réunion immédiate au palais présidentiel où Ibrahim Traoré a été confronté à des images que les géologues eux-mêmes ne savaient pas encore classées. Ce moment constitue le point d'inflexion. La découverte passait du registre scientifique au registre stratégique. Le contexte antérieur éclaire cette accélération. Le Burkina Faso, enclavé et dépendant de filières agricoles depuis des décennies, cherchait à renforcer sa souveraineté économique. Une prospection aurifère de routine devait simplement compléter des données sur les sols. Elle a finalement ouvert un corridor vers un type de richesse rarement associé à la région. Lorsque la télévision nationale a diffusé la première allocution présidentielle, l'opinion publique a compris que l'annonce ne relevait ni du spectaculaire ni du miracle, mais d'une charge à assumer. Dans les villages, certains anciens ont interprété l'événement comme un signe transmis par la Terre. Dans les villes, la jeunesse y a vu la possibilité d'un repositionnement continental. Et à l'international, Somgandé a aussitôt été comparé à des gisements historiques, propulsant le Burkina Faso au centre de cartes géoéconomiques qui ne lui étaient pas destinées. Cette reconfiguration, rapide et profonde, laisse cependant une question ouverte. Comment un pays peut-il absorber, sans rupture, une mutation de cette magnitude ? Dans les premières 48 heures, aucun individu isolé n'a réellement porté le récit. Ce sont des collectifs entiers, ingénieurs, soldats, géologues, techniciens, qui ont servi de fil conducteur à la compréhension nationale. Leur présence sur le terrain a constitué la première boussole, non pas parce qu'ils détenaient toutes les réponses, mais parce qu'ils savaient reconnaître une anomalie sans la sous-estimer. Leur rôle a été essentiel pour stabiliser l'information, éviter la spéculation immédiate et imposer un tempo rationnel à une situation qui menaçait de s'emballer. Ces équipes mixtes ont surtout permis de mesurer l'impact précoce de la découverte.
Sur le site, la simple arrivée des drones de surveillance a instauré un climat de bascule. Le gisement ne relevait plus du domaine scientifique, mais du domaine stratégique. Les relevés tridimensionnels, encore partiels, ont suffi à signaler que le pays venait de franchir un seuil irréversible. Et cette prise de conscience collective a agi comme un premier filtre. Chaque action entreprise devait désormais s'inscrire dans une logique de protection avant toute logique d'exploitation. Les effets immédiats ne se sont pas limités au périmètre du volcan. Dans la capitale, les administrations ont accéléré la coordination interservices. Dans les campagnes, les communautés locales ont organisé des réseaux de vigilance spontanés. Ces réactions, disparates mais convergentes, témoignaient d'une compréhension nouvelle. La ressource ne pouvait être sécurisée que si chacun adoptait une vigilance active. Ce mouvement, presque organique, a montré que l'enjeu dépassait les institutions et touchait à ce que les Burkinabés considéraient comme une responsabilité partagée. En somme, les premiers impacts n'étaient pas miniers, mais sociaux et méthodologiques. Une mobilisation diffuse, un réflexe de protection et une conscience aiguë de la rareté du moment. Un test silencieux, mais décisif. Le pays savait-il s'organiser assez vite pour défendre ce qu'il venait de découvrir ? Tout commence par une vibration anormale. À 08h14, les instruments de prospection, installés pour une mission aurifère sans enjeu particulier, se mettent à produire des schémas chaotiques, courts, secs, impossibles à classer. Les techniciens pensent d'abord à une interférence, puis les signaux persistent. Le déclenchement est là. Quelque chose sous la croûte basaltique renvoie une densité irréconciliable avec les modèles connus. Les drones sont lancés en urgence. Ils survolent les flancs du volcan, captent des images thermiques, renvoient des flux compressés qui obligent les analystes à revoir l'ensemble des paramètres. Chaque minute réduit l'incertitude, chaque retour visuel accentue la gravité du phénomène. À 10h00, le rapport arrive à Ouagadougou. Ibrahim Traoré interrompt une réunion du Conseil de sécurité. Le basculement institutionnel commence. Le point culminant se construit dans quelques heures. Les hélicoptères militaires sécurisent les approches. Les scanners souterrains tracent une architecture minérale continue, longue, dense, presque irréelle. Les cartes 3D, encore brouillonnes, suggèrent un réseau qui dépasse tout ce que les archives géologiques du pays avaient répertorié. Une phrase, prononcée à voix basse par un géologue, résume l'instant « Ce que nous voyons n'a pas de précédent ». Pendant ce temps, l'information se propage. Africa News diffuse une première alerte. Les marchés réagissent immédiatement. Le diamant brut prend 18% en quelques heures. Les chancelleries cherchent à comprendre ce qui se joue exactement au cœur du Sahel. Le sommet de la vague intervient le soir même, lorsque la télévision nationale retransmet l'allocution présidentielle. Ibrahim Traoré adopte un ton sobre, presque pédagogique. Il ne parle pas de richesse, il parle de responsabilité. Cette inflexion crée une rupture. La découverte cesse d'être une affaire minière pour devenir une question de souveraineté. Dans les villages, les anciens organisent des veillées pour accompagner la terre qui parle. Les répliques apparaissent dès le 2e jour. Des survols non autorisés sont détectés. Les radars captent des signatures de drones civils équipés d'antennes hybrides. L'armée renforce le périmètre, installe des postes d'observation, verrouille les communications externes. Le site devient une zone stratégique, surveillée et cloisonnée. 3e jour, nouvelle secousse politique. Les ambassades activent leur réseau économique. Des notes confidentielles circulent, évoquant un point d'inflexion régional. Les spéculateurs, à Londres comme à Dubaï, misent sur une prolongation de la hausse des cours. Les analystes parlent déjà d'un possible effet Traoré. Dans la capitale, la réaction interne s'organise. Le président ordonne la création d'une cellule mixte, sciences-défense, géologues, ingénieurs, officiers, une architecture administrative nouvelle se met en place, rationnelle et silencieuse. L'objectif est net, comprendre avant d'extraire, protéger avant de produire. Toute la dynamique nationale se réoriente autour de cette logique. La société, elle aussi,
ressent l'onde de choc. Les radios relaient en boucle la nouvelle. Les écoles improvisent des discussions sur les ressources et la souveraineté. Les commerçants s'arrêtent de vendre pour écouter les bulletins d'information. Une conscience collective naît au cœur du tumulte. Ainsi, le fil des événements suit une courbe claire. Déclenchement par des signaux impossibles, point culminant avec confirmation scientifique et annonce présidentielle, puis réplique faite de sécurisation militaire, d'agitation diplomatique et de mobilisation populaire. Une dynamique brève, dense, ordonnée, comme si tout un pays avait compris simultanément qu'il venait d'entrer dans un territoire qui ne pardonne ni la lenteur ni l'imprécision. Les premières semaines qui suivent la découverte transforment Somgandé en laboratoire à ciel ouvert. Les équipes géologiques, désormais épaulées par une cellule d'audit scientifique, commencent à consolider les données recueillies dans l'urgence. L'objectif n'est plus seulement de valider l'existence du gisement, mais d'en mesurer la structure, la cohérence et les implications pratiques pour l'État. Dans ce climat d'intense précision, 3 mesures ressortent comme clés. Densité, surface exploitable, projection économique. Elles ne disent pas tout, mais elles définissent le cadre, la trajectoire et les contraintes auxquelles le pays devra répondre. Pour commencer, un premier chiffre s'impose. 18,6 grammes par mètre cube. La densité diamantifère moyenne de Somgandé atteint ce niveau exceptionnel, plus de 10 fois supérieur à la moyenne mondiale. Ce ratio change la nature même de la ressource. On ne parle plus d'un gisement favorable, mais d'une anomalie structurelle. Il implique que la valeur brute de chaque segment rocheux extrait dépasse tout ce que les modèles standards prévoyaient, et cette donnée impose immédiatement une exigence technique. Les procédures d'extraction devront être calibrées pour éviter les pertes et garantir une récupération optimale. Vient ensuite un deuxième chiffre, 2,3 km² confirmés. Les relevés cartographiques validés couvrent cette surface initiale, mais les simulations géophysiques suggèrent une continuité probable sur près de 15 km. Cela signifie que Somgandé n'est pas un simple point de concentration, mais un réseau cristallin ramifié, susceptible de prolonger la ressource sur plusieurs décennies. Cette amplitude crée un paradoxe. Plus la zone est vaste, plus la protection devient complexe, mais plus la planification à long terme devient possible. Elle impose aussi un nouvel impératif. Cartographier avant d'extraire, car un défaut d'anticipation pourrait fragmenter la gouvernance du site. Enfin, un troisième chiffre complète le tableau, mais 200 milliards de dollars projetés sur 20 ans. C'est l'estimation économique préliminaire, qu'un rapport du ministère des Finances présente comme un horizon théorique sous contrôle strict. Ce montant, 40 fois le PIB annuel actuel du Burkina Faso, agit comme un multiplicateur d'enjeux. Il attire les convoitises, suscite les débats sur la dépendance, mais sert aussi de socle aux politiques nationales en matière d'éducation, de technologie et de gouvernance. Et cette projection expose une faiblesse interne. Sans un pilotage rigoureux, une telle abondance peut paradoxalement fragiliser l'économie réelle. Ces 3 chiffres, réunis, posent une équation d'une rare densité, ressources exceptionnelles, plus capacité institutionnelle limitée, risque de rupture si la croissance n'est pas encadrée. Les experts rappellent que moins de 8% des ingénieurs miniers du pays disposent d'une formation avancée, ce qui impose un effort massif de montée en compétences. La comparaison avec des précédents internationaux, du Botswana au Nigeria, sert moins d'exemple que d'avertissement. La richesse n'est qu'un facteur, la structure politique décide du résultat. Les premières réponses nationales vont donc dans le sens d'un renforcement méthodique. Cartographie publique, audit continu, partenariat technologique sous supervision et formation accélérée. Cette phase quantitative n'est pas un simple exercice comptable. Elle marque l'entrée du Burkina Faso dans une arène où la précision vaut autant que la souveraineté. Elle oblige l'État à intégrer chaque décision dans une logique de calibration, ni précipitation, ni inertie. Et elle prépare le terrain à une question plus vaste qui émergera dans les débats nationaux. Comment traduire ces chiffres en stabilité politique, en cohésion sociale et en vision durable. 2 lectures principales de Somgandé s'imposent dès les premières semaines, chacune cohérente, chacune nourrie par des précédents géopolitiques solides. La première, optimiste mais structurée, voit dans la découverte un tournant historique. Un pays longtemps dépendant peut, pour la première fois,
écrire ses propres règles économiques. Les partisans de cette approche soulignent 3 arguments robustes. Un contrôle fiscal renforcé dès la phase d'exploration, un plan de formation de 1000 ingénieurs sur 5 ans et la création annoncée d'un fonds souverain destiné à convertir les revenus miniers en investissements locaux. Pour eux, ces mesures constituent une architecture capable d'éviter les dérives classiques de la rente. Elles transforment la ressource en levier, pas en mirage. La seconde vision adopte une prudence aiguë. Elle rappelle que le paradoxe des ressources n'est pas un concept abstrait, mais une mécanique documentée. Plus un pays est riche en minerais stratégiques, plus il devient vulnérable aux ingérences, à la corruption et à la surspécialisation économique. Ces défenseurs pointent les fragilités institutionnelles du Burkina Faso, encore récentes, ainsi que son isolement diplomatique relatif dans certaines sphères internationales. Ils invoquent des précédents lourds: pétrole du Nigeria, uranium du Niger, cobalt du Congo, autant d'exemples où la promesse initiale n'a pas résisté à la pression géopolitique. Selon cette lecture, la prudence doit primer, car la richesse peut, mal gérée, devenir un facteur de déstabilisation. Face à ces deux visions, la réponse qui émerge du terrain n'est pas idéologique, mais factuelle. Les données consolidées, densité exceptionnelle, réseau cristallin continu, valeur économique projetée, exigent un pilotage méthodique, capable de concilier souveraineté et coordination technique. Les premières mesures prises vont précisément dans ce sens. Transparence publique des relevés géologiques, supervision conjointe entre scientifiques et forces de sécurité, et montée rapide en compétences des institutions. Cette réponse ne nie ni l'optimisme ni la prudence. Elle les articule autour d'un point fixe, celui de la maîtrise progressive. Somgandé n'est pas un pari aveugle, c'est un test où chaque choix doit réduire l'incertitude plutôt que l'alimenter. Et c'est dans cette logique que le pays cherche à s'inscrire, conscient que la ressource ne garantit rien, mais qu'une méthode peut tout changer. Une donnée change tout. Sous les couches diamantifères, les géologues identifient des signatures de terres rares, faibles mais répétitives, assez nettes pour reconfigurer l'équation stratégique. La découverte ne relève plus seulement du prestige minéral. Elle touche désormais au cœur des chaînes technologiques mondiales, là où se dessinent batteries, satellites et systèmes de défense. Les équipes comprennent que ce glissement de catégorie entraîne un double effet immédiat, une montée des intérêts extérieurs et une réduction drastique de la marge d'erreur nationale. Ibrahim Traoré reçoit les premiers rapports avec réserve, conscient que le pays vient de franchir un seuil invisible mais déterminant. La présence potentielle de métaux critiques agit comme un multiplicateur de tensions, déplaçant la discussion du registre économique vers celui de la sécurité technologique. Les diplomaties commencent à ajuster leur message, certaines en proposant une coopération rapide, d'autres en formulant des exigences plus implicites. Sur le terrain, la réaction est plus concrète. Les drones de cartographie modifient leurs protocoles, les ingénieurs élaborent de nouveaux modèles de projection, les forces de sécurité renforcent les zones intermédiaires du périmètre. Cette petite variation, presque technique, devient la pièce manquante du puzzle. Un gisement déjà exceptionnel pourrait, en réalité, constituer un nœud stratégique pour la décennie à venir. Les répercussions de Somgandé ne se distribuent pas uniformément. Elles se cristallisent autour de 4 ensembles d'acteurs, chacun touché à un niveau différent, chacun porteur d'effets tangibles. Ces impacts, distincts mais interdépendants, expliquent pourquoi le pays parle désormais d'un avant et d'un après septembre 2025. D'abord, il y a un premier groupe, les nations voisines, NN. La découverte agit comme un séisme diplomatique immédiat. Le Mali, le Niger et le Ghana proposent des alliances minières régionales, mais derrière les engagements d'unité se cache une inquiétude sourde, celle d'être marginalisé par l'émergence d'un centre minier inédit. Les délégations affluent vers Ouagadougou, cherchant des accords d'échange technologique ou des protocoles d'exploration partagés. Cette dynamique révèle une tension nouvelle. La volonté d'intégration régionale se heurte à la peur d'un rééquilibrage stratégique qui ne bénéficierait pas à tous. Pour Ibrahim Traoré, chaque rencontre avec ses pays voisins devient un exercice d'équilibrisme, où l'affirmation souveraine doit cohabiter avec la nécessité d'éviter un isolement. Vient ensuite un deuxième groupe, celui des marchés mondiaux, DN,
dimensions économiques. L'annonce du gisement redistribue les cartes. En 2 semaines, le diamant brut gagne plus de 20% avant de se stabiliser à un plateau inédit. Les grandes maisons de négoce envoient des observateurs, les fonds spéculatifs revoient leurs modèles, les analystes parlent d'un effet Somgandé. Mais au-delà des fluctuations, l'impact clé réside dans la remise en cause d'un schéma historique. La domination du Nord sur l'extraction, la transformation et la valorisation des ressources africaines. La perspective d'un gisement contrôlé nationalement crée un précédent, un contre-exemple qui commence déjà à nourrir des débats dans d'autres pays riches en minerais. Un troisième groupe apparaît, celui de la société burkinabé ND, dimension interne. L'effet est profond, multiforme et rapide. Les universités ouvrent de nouvelles filières en géologie appliquée. Les étudiants affluent, des coopératives rurales se structurent pour ne pas rester en marge de la transition. Dans les villages proches du volcan, des comités communautaires surveillent en temps les routes d'accès, non par méfiance, mais par vigilance active. Cette prise d'initiative locale marque une rupture. L'idée que la ressource appartient d'abord au peuple s'installe, nourrissant un sentiment de responsabilité collective. Dans la capitale, l'administration renforce les mécanismes de transparence, anticipant les tensions sociales qui pourraient naître si la répartition des bénéfices semblait opaque. Enfin, un quatrième groupe entre en jeu, les puissances extérieures. KV, acteurs géostratégiques. Washington met en place un programme d'assistance technique pour la transparence. Pékin propose la construction d'un institut minier régional. Moscou envoie des signaux diplomatiques prudents mais insistants. L'Union européenne exige des garanties environnementales. Derrière ces gestes se lie un enjeu unique, la loyauté d'un pays devenu pivot. Le dialogue entre ces puissances et Ouagadougou se transforme en test de maturité stratégique où chaque offre contient un sous-texte, chaque promesse un rapport de force implicite. En somme, Somgandé ne produit pas seulement des effets économiques ou diplomatiques. Il recompose les interactions, redéfinit les attentes et oblige l'État à naviguer entre pression, opportunité et cohésion interne. Un pays entier avance désormais sous la contrainte de cette équation. Et le rôle d'Ibrahim Traoré consiste à tenir ensemble ces 4 dynamiques sans rompre l'équilibre. Le franchissement du midpoint transforme Somgandé en enjeu systémique, obligeant l'État à projeter plusieurs trajectoires possibles sur les 12 prochains mois. Ces scénarios ne sont pas des prédictions, mais des cadres d'analyse. Chacun part des données observées, des tensions latentes et des marges de manœuvre institutionnelles déjà visibles. L'enjeu consiste moins à choisir le futur qu'à préparer les conditions qui éviteront les ruptures inutiles. Dans un premier scénario, la voie de la consolidation, base, est envisagée comme trajectoire centrale. C'est l'hypothèse privilégiée par les institutions, une progression contrôlée, soutenue par le maintien du contrôle public sur le gisement et par un investissement massif dans l'éducation technique. Les premiers laboratoires d'analyse minérale, prévus dès 2026, deviennent des pôles de compétences régionales, attirant des partenariats du Sud et renforçant l'expertise locale. La croissance s'établit autour d'un rythme solide, autour de 9% selon les projections internes, mais ce résultat dépend d'une condition stricte, stabilité politique et discipline budgétaire. Si ces 2 paramètres se maintiennent, Somgand sert de socle à une montée en puissance progressive et relativement ordonnée. Un deuxième scénario décrit l'ouverture conditionnée, optimiste à court terme, fragile à long terme. Ici, le Burkina Faso accepte des coopérations étrangères ciblées, sous supervision nationale et avec partage de bénéfices. Des entreprises chinoises ou brésiliennes seraient autorisées à exploiter certaines zones, accélérant les recettes publiques et l'installation d'infrastructures. L'essor économique est rapide, mais porte un risque latent que l'asymétrie technologique renforce des dépendances déjà perceptibles. Si les écarts de richesse s'élargissent trop vite, des tensions sociales pourraient émerger, remettant en cause la cohésion obtenue dans les premiers jours de la découverte. Un troisième scénario envisage la confrontation diffuse, critique. C'est l'hypothèse la plus redoutée par les diplomates. Les pressions extérieures, combinées à des campagnes d'influence et à des manœuvres économiques,
viserait à affaiblir le modèle souverainiste associé au projet. Dans ce cas, le pays serait contraint de resserrer encore son économie, de nationaliser davantage la chaîne d'exploitation et de s'appuyer sur un réseau panafricain d'entraide. Cette trajectoire augmenterait le risque de sanctions, mais pourrait paradoxalement renforcer l'unité nationale autour du principe de souveraineté. Ces trois chemins, bien qu'opposés, partagent un point commun, aucun n'est scellé. Le facteur décisif résidera dans la capacité des institutions à maintenir la cohérence entre ambition, prudence et transparence. Si un cadre simple est nécessaire pour guider les choix, il pourrait tenir en une formule. Si la gouvernance reste lisible, alors chaque pression devient négociable. Si elle se fragilise, tout devient rupture potentielle. La transformation de Somgandé ne se joue pas seulement dans les salles de réunion ou dans les communiqués officiels, elle s'invite dans la vie de ceux qui observent, travaillent, espèrent ou doutent. Pour un citoyen, ce basculement redéfinit 3 zones d'impact, économique, symbolique et éducatif, chacune capable de modifier la manière de se projeter dans les mois à venir. Ces effets ne sont pas spectaculaires, mais progressifs, presque silencieux et pourtant décisifs. Pour éclairer d'abord l'économie du quotidien, on observe que les marchés, les boutiques, les coopératives perçoivent déjà une tension nouvelle. Les discussions sur les prix, les investissements ou les opportunités ne se structurent plus autour de ce qui manque, mais de ce qui pourrait arriver. Cette projection change l'attitude. On passe d'une logique de survie à une logique d'anticipation. Pour les familles, cela peut signifier revoir la manière d'épargner, d'étudier ou de se former. Car Somgandé agit désormais comme un horizon qui conditionne les attentes. Ensuite, le récit collectif se transforme lui aussi. La manière dont un pays parle de lui-même influence la manière dont chacun se voit. Les émissions hebdomadaires sur le projet, les discussions dans les écoles et les cérémonies locales créent un sentiment de participation. Même ceux qui ne mettront jamais un pied près du volcan adoptent une posture différente. Ils se sentent acteurs d'une histoire en cours, non spectateurs d'une trajectoire imposée. Ce déplacement symbolique modifie la confiance, rend l'avenir moins abstrait et renforce une forme de cohésion civile. Enfin, une 3e zone touche à l'éducation comme levier de stabilité. Les nouvelles filières ouvertes dans les universités montrent déjà un mouvement profond. La ressource n'est pas pensée comme une rente, mais comme un moteur de connaissances. Pour les jeunes, cela crée une passerelle entre ambition personnelle et projet national. Et pour les adultes, cela offre une lecture plus rationnelle du moment. La richesse minérale n'a de sens que si elle soutient l'élévation des compétences. Ainsi, relier Somgandé au vécu individuel revient à comprendre qu'une découverte géologique peut redessiner la manière dont chacun s'imagine dans son propre futur. Non pas par promesse de fortune, mais par ouverture de possibles. La phase qui s'ouvre demande une organisation claire. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, 5 axes structurent l'action, avec un principe simple. Chaque étape doit être mesurable. Dans cette perspective, la première étape concerne la connaissance 0-12 mois. L'Académie nationale des mines déforme un premier noyau d'ingénieurs. L'indicateur sera le nombre de diplômés et le taux de certification. La deuxième étape porte sur la technologie, 0-18 mois. Il s'agit de généraliser les drones de forage et la cartographie 3D. L'indicateur prendra la forme de la surface cartographiée et de la régularité des mises à jour publiques. Une troisième étape, vise la durabilité, 6-24 mois. Des évaluations environnementales systématiques et une reforestation ciblée sont mises en œuvre. L'indicateur résidera dans la conformité aux normes et le suivi des zones restaurées. La quatrième étape concerne la gouvernance, Protimovic. Elle passe par l'installation d'un comité de supervision citoyenne mêlant université, communauté et armée. L'indicateur sera la publication régulière de rapports et le niveau de participation locale. Enfin, une cinquième étape vise la coopération panafricaine, 6-24 mois. L'objectif est l'intégration au consortium panafricain des ressources stratégiques. L'indicateur se mesurera au nombre d'accords techniques signés et à la continuité des engagements.